Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous voilà, pour ce nouvel opus du bâtiment optimisé. On va parler de plusieurs sujets bien évidemment, notamment les dispositifs éco-énergie tertiaire. On va vous décrypter les amis, les dernières évolutions et les alertes bien évidemment. Et vous aurez d'ailleurs toujours, c'est le concept de l'émission, la possibilité de poser vos questions aux experts que nous allons réunir pour cette émission. Bonjour Olivier Safar. Bonjour, merci de nous accueillir. Comment ça va ? Oh ben, très bien. Président de l'UNIS Île-de-France, Paris-Île-de-France, en sachant que vous êtes également président de Safar Immobilier, qui vous êtes l'un des plus gros opérateurs en matière de syndic de copropriété également sur Paris et l'Île-de-France, en sachant que Paris-Île-de-France c'est 1/5 de la population française, donc inutile de dire que vous avez beaucoup de choses à faire. Alors indépendant, je rappelle, parce que les grands groupes sont plus gros que nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais oui, on va dire syndic indépendant, oui. Groupe familial et indépendant, et vous y tenez depuis maintenant, 40 ans un peu plus. Un peu plus, ah oui. Quand ça même. fera 50 ans en 66. Enfin, c'était en 66, donc 2026. Magnifique, on sera là, hein, avec grand plaisir. Merci en tout cas d'être avec nous. Également, pour justement vous donner les clés de lisibilité avec le décryptage technique, on avait besoin d'un expert, logique. Eh bien, c'est Mathieu Gély qui est avec nous. Bonjour. Comment ça va Mathieu ? Eh ben, écoutez, ça va très bien et ravi de vous retrouver pour... Alors vous, votre spécialité, vous êtes directeur métier donc sur la verticale avec Axéo. Axéo, dont je rappelle que c'est aujourd'hui un opérateur qui a un maillage territorial métropolitain, hein, et peut-être même ultramarin bientôt. Et vous êtes directeur métier pour Axéo Énergie. C'est ça, sur la partie énergie. Merci d'être avec nous pour justement cette émission très importante, puisque elle impacte, on va en parler ensemble, justement l'ensemble de nos métiers. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le sommaire de l'émission. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Voilà, le sujet du mois, c'est le dispositif du décret énergie tertiaire. On en a beaucoup parlé, hein, effectivement. C'est un peu la dent creuse. Il faut répéter pour bien comprendre, parce que très franchement, même quand on est ingénieur ou technicien, il faut quand même s'y reprendre à plusieurs fois pour bien décrypter. Alors c'est un des chantiers les plus importants du 21e siècle. On est tous d'accord pour le bâtiment français. La rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, qu'ils soient publics ou privés. Où est-ce qu'on en est ? Qui est concerné par l'échéance justement qu'on a vu, c'était septembre 2024, me semble-t-il. Quels sont les apports du nouvel arrêté sur les valeurs absolues ? Là, c'est vraiment une galère. Et franchement, messieurs, je vous compte sur vous pour décrypter et vulgariser. Comment on va envisager, Olivier et Mathieu, les mois à venir ? Et on vous répondra d'ailleurs à des questions. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à les poser. Comment mettre en œuvre cette réglementation et optimiser la rénovation énergétique des bâtiments ? Les experts, justement, dans ce numéro du bâtiment optimisé, vont vous livrer vos, justement, réponses et vous donner un peu les éléments. Alors, justement, on va essayer d'aller du général au particulier, d'accord, pour justement bien comprendre. Le sujet du jour, c'est le dispositif, les évolutions sur les derniers mois, l'échéance, etc., notamment l'échéance de 2024. Mathieu, justement, de quoi on parle quand on parle de cette échéance qui était prévue en septembre 2024 ? Alors, cette échéance de septembre 2024, en fait, c'est la même échéance que l'on avait en 2023 et en 2022. C'est donc l'obligation pour tous les assujettis au décret tertiaire de déposer leur consommation énergétique sur la plateforme Opérate, donc qui est plateforme développée par l'ADEME, plateforme gouvernementale, voilà, qui recense finalement toutes les consommations énergétiques. L'ADEME, dont on rappelle, il y a deux organisations pour la réno, il y a l'ADEME, bâtiment tertiaire. Mais logement aussi. Non, logement aussi. Logement aussi. Oui, et l'ANA. Alors l'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. C'est ça. Donc l'ANA ne fait que l'habitat. L'ADEME, en revanche, c'est l'agence effectivement pour l'énergie et effectivement toute la partie des bâtiments, mais pas que le tertiaire, c'est l'habitat et le tertiaire en même temps, la logistique et tous les points. En sachant que l'ANA, elle, distribue des primes. C'est ça, l'ANA, elle, sur notamment la partie logement. France Rénov'. Voilà, ma prime rénov', notamment copropriété, dont on parle beaucoup en ce moment aussi. Oui. Alors, Opérate, ça fonctionne ?
Alors, la plateforme Opéra, aujourd'hui, elle fonctionne pour y déposer les consommations énergétiques. Par contre, elle n'est pas finalisée. Voilà, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'améliorations à y apporter, notamment, alors, sans rentrer trop non plus dans les détails techniques, mais tout ce qui est correction climatique, les valeurs absolues qui vont également venir modifier un certain nombre de valeurs, tout ça, ce n'est pas encore disponible dans Opéra. Et surtout, la fameuse feuille, l'attestation qui dit qu'on a bien fait le travail, n'est toujours pas disponible non plus, ne peut toujours pas être éditée. Alors, dans le calendrier, ils ont prévu que ce soit le cas pour la fin de l'année. C'est pas croyable, non? Non, mais franchement. Alors, il ne faut pas oublier une chose. Olivier Sapin. C'est qu'on a eu quand même pas mal de difficultés sur la rédaction originelle. C'est-à-dire que dans la partie des assujettis, ils avaient rajouté le syndicat des copropriétaires. Et l'UNIS, qu'on représente, s'était opposé à ce point-là en lui disant « Mais non, vous vous trompez, le syndicat des copropriétaires n'est pas l'entité fonctionnelle assujettie, c'est pas l'EFA, elle n'est pas le cas. » On avait soulevé le point au ministère, au rédacteur, et derrière, il a fallu aller saisir le Conseil d'État pour faire valider notre position. Alors, on a gagné, bien évidemment. Et je ne vous cache pas qu'on a mis 2 ans de procédure. Le Conseil d'État a validé les choses le 26 juin 2024. C'est un arrêt du Conseil d'État. Et effectivement, la modification a été faite. On a de la chance. Elle a été faite, effectivement, je crois, fin novembre ou début décembre. C'est ça, début décembre, oui. Donc, c'est quand même des points importants. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne analyse, c'est-à-dire vouloir améliorer la consommation des immeubles tertiaires pour pouvoir en diminuer leur empreinte tant carbone que de consommation, oui, c'est une bonne chose. La seule chose, c'est qu'il faut l'écrire et le préparer en fonction des bâtiments existants. Certains sont des bâtiments avec un seul occupant, d'autres sont multilocataires, d'autres sont multicopropriétaires et d'autres sont multicopropriétaires et multilocataires, avec des activités de bureaux, de crèches, de centres de formation, voilà, alors et tout mélangé. Est-ce que le décret et la plateforme intègrent la mixité d'usage ? Alors oui, aujourd'hui, ça c'est la question qui revient tout le temps. Hein. Aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on déclare notamment donc les consommations énergétiques sur la plateforme Opéra, on sélectionne en fait la typologie d'activité à laquelle on appartient, auquel l'assujetti appartient. Et c'est d'ailleurs un peu tout l'enjeu, c'est que donc en fait chaque typologie d'activité a une fameuse valeur absolue, qui est donc en théorie une valeur seuil en deçà de laquelle on considérera qu'on est conforme au décret tertiaire, que finalement on est déjà performant. Juste une question vraiment très basique. Quand on dit les valeurs, donc il y a un seuil de valeur, il y a une nomenclature. Oui. Il y a une valeur minimum. Donnez-moi un exemple. On peut avoir juste un exemple, une illustration un peu chiffrée. Par exemple, pour dire la valeur minimale ou... si on prend le bureau à Paris, grosso modo, ça serait à peu près entre 110 et 120 kWh par mètre carré et par an, ce qui est déjà relativement performant. Et ça parle quand on dit 120 pas du tout. Alors, ça va parler au bureau d'études. Oui, pas du Alors, tout. est-ce que vous pouvez justement vulgariser ça pour ceux qui nous écoutent? Alors, de quoi on parle quand on dit c'est 1 kWh? D'ailleurs, 1 kWh, c'est quoi Alors, aujourd'hui, donc les kilowattheures, finalement, c'est la consommation. Donc, c'est une consommation et d'énergie par an qu'on a tout un chacun finalement sur notre facture. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez votre facture d'électricité, si vous avez, par exemple, 10 000 kWh qui sont consommés sur une surface de 100 mètres carrés, vous allez être à 100 kWh par mètre carré et par an. C'est ça. Voilà. Donc, c'est juste le ratio, en fait, entre votre consommation et la surface que vous occupez. 1 kWh, c'est équivalent à combien d'énergie? Ah, alors là, si vous voulez rentrer dans le détail, en fait, c'est la mesure qu'on en fait aujourd'hui. En fait, le kilowattheure, c'est la mesure. C'est la consommation. On a un volume global. Pour avoir cette moyenne au mètre carré, je prends sur ma facture le total, par exemple 1000 kWh, sur une année, que je divise par le nombre de mètres carrés. Exactement. Et j'ai ma consommation moyenne. Et vous avez votre consommation moyenne. Alors, c'est super, j'ai compris. Donc, non, mais ça, alors, je vais compliquer les choses. Non, mais pour certains. Pourquoi ? Parce que c'est facile le calcul comme ça, oui. Mais en réalité, on se trompe. Ici, on est sur un plateau. Il y a des lampes et de la lumière. Ces lumières consomment, effectivement, et donnent ce que l'on appelle des luxes au niveau de la luminosité. La seule différence, c'est que je vais avoir une consommation qui va être différente en fonction de l'ampoule que je vais mettre dans ma lumière. Je vais mettre des lampes LED ou des lampes anciennes, je ne vais pas avoir la même consommation. Et c'est là où... C'est là que le geste... Non, mais attendez. Et c'est là que les gestes sont très importants. Bien sûr. Et les opérateurs techniques. Et les opérateurs techniques. Parce que vous, je suis sûr que dans vos copros, il n'y a pas de... Et les gestionnaires.
Je suis sûr que dans vos copros, chez Safar, il n'y a pas d'ampoule consommatrice d'énergie. Alors, il y a beaucoup d'ampoules qui ont été modifiées et changées. La seule chose, c'est pas que l'ampoule que l'on doit changer. C'est le système électrique. C'est non pas que le système électrique, mais la plupart du temps, c'est le petit transfo qui va avec chaque ampoule qui est dans votre faux plafond ou qui est sur votre réglette dans le parking, parce que vous voyez vos néons dans le parking. Donc tout ça, c'est à changer, et pour mettre tout en LED. Et donc, bien évidemment, c'est pas juste j'achète l'ampoule et je la branche. Alors, j'ai regardé les statistiques, justement, sur ce que vous dites, c'est vachement intéressant. En plus, c'est hyper pratique, hein, pour ceux qui nous écoutent. Hein. On peut réduire la consommation en coût de 40%. Oui, rien qu'en passant en LED. C'est un truc de fou. Et attends, mieux que ça. La durée de vie de ce qui te fait réduire le niveau de consommation est plus élevé que ce qui te faisait consommer plus. C'est vrai. On est loin, enfin, moi je le vois, hein, mais on en est loin, hein, parce que pour modifier le mindset des personnes, c'est pas évident. Par contre, il y a une chose qui est radicale, et à mon avis, vous devez le voir tous les jours avec vos clients, c'est les chiffres. Hein. Effectivement, quand on leur je payais propose 100 et après la visite de Mathieu, je paye 60. C'est ça. Bah, je paye 40 ou 60. C'est ça. Aujourd'hui, il faut leur parler chiffres, c'est ça hein, qui fonctionne. Les gens ont besoin de preuves, ont besoin de preuves chiffrées. Et effectivement, quand on met en face les investissements et les temps de retour sur investissement, les ROI, effectivement, on se rend compte que c'est des actions, souvent en plus peu coûteuses, parce que c'est pas les plus coûteuses comparées à une isolation par l'extérieur ou autre, mais qui par contre, voilà, ont des temps de retour sur investissement très rapides et ça fonctionne relativement bien. Alors, justement, merci pour la réponse. Donc, ça veut dire que Opérate, finalement, c'est une plateforme qui est compatible avec les directives du décret tertiaire. Exactement, voilà, c'est c'est donc, on est d'accord, une obligation légale. Tout à fait. C'est d'ailleurs dans le cadre du décret tertiaire aujourd'hui, c'est réellement chaque année la seule obligation réglementaire, c'est de déposer aujourd'hui les consommations énergétiques sur cette plateforme. Alors, et nous n'avons aucun document prouvant que nous l'avons fait. Olivier, ce qui fait que quand on les a mis en ligne, parfois on les a pas mis correctement. Alors justement, on sait pas. Comme on le sait, notre ami Olivier Safar, président de l'UNIS, étant très introduit dans les couloirs de la République, je vais vous donner quelques chiffres et je suis sûr que vous allez beaucoup commenter. Et extrêmement intéressant. Merci d'ailleurs à notre ami Maxime Dupuis de nous donner toutes ces sources de données extrêmement précieuses. Selon l'étude d'impact réalisée par le ministère, la mise en œuvre des actions d'amélioration pour atteindre les objectifs du décret tertiaire représentera en moyenne, tenez-vous bien, entre 180 à 200 euros du mètre carré. Les chiffres, moi j'hallucine, parce que c'est 300 000 bâtiments concernés. Et ça représente, juste pour vous donner une idée, environ, parce qu'on n'a pas de chiffre hyper précis, mais environ 800 millions de mètres carrés. Soit environ, juste sur la partie, on est d'accord qu'on est sur du bâtiment tertiaire. Tertiaire, oui. Non, mais c'est important, hein. Non, on est bien d'accord. Parce que et on peut rajouter le bâtiment d'habitation après. Je vois le marché. 180 à 200 euros, c'est l'objectif au niveau de la... Vous allez me dire pourquoi c'est important, ce chiffre-là, qui a été retenu. Vous la connaissez, hein, cette étude. 150 milliards d'euros, Olivier Safar, de travaux sur les 30 prochaines années, à minima. À minima. C'est ça. Et 200 milliards sur l'habitation. Si je compte l'habitation... Donc vous calculez, alors, mais ça fait 350 milliards. Je suis monté à plus. Je suis monté à beaucoup plus. Nous avons chiffré sur le baromètre Radio Imo avec les bâtiments collectifs et les bâtiments individuels. C'est-à-dire que les maisons individuelles, qui représentent quand même les 2 tiers du parc locatif, il faut le savoir, et du parc d'habitation, sur 31 millions de logements environ, on est à 245 ou 250 milliards d'euros environ. Si je cumule l'ensemble, on serait environ à 390 milliards d'euros sur à peu près un schéma directeur de l'ordre de 20 à 30 ans maximum. De 25 ans. C'est-à-dire c'est pour 2050. Non, mais oui, c'est ça. Attendez. 26 ans, si on veut être tranquille. Je redonne les dates, hein, je suis désolé. Olivier Safar, vous vous rendez compte? Oui, on ne se rend pas parfaitement compte. On l'a bien signalé aux différents gouvernants, aux différents ministres. Non, mais moi, je suis un fonds d'investissement. Et on leur a répondu... Je suis une banque, je m'appelle Axéo, mais Axéo va devenir une multinationale. Mais j'ai répondu 2 choses. 1, tant qu'il n'y avait pas les financements qui étaient présents, il ne se passera rien. Et je le dis, tant en habitation qu'en tertiaire. Parlons-en. Alors,
Ça, c'est un vrai problème. J'aimerais que vous vous exprimiez, parce que c'est très important, et nous disiez, j'aimerais également, parce que vous êtes un expert dans le domaine, que vous nous expliquiez ce qu'on trouve déjà comme aide et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. C'est quoi 180 à 200 euros du mètre carré, quand on parle de ça? Alors, quand Mathieu. on parle de ça, alors il y a la partie, on va dire, études. Donc, cette partie-là, elle va représenter entre 1 à 5 euros du mètre carré, en fonction de la typologie d'activité, de la complexité des bâtiments. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, effectivement. La partie études, donc que nous traitons par exemple Axéo, effectivement, on peut voir que en fait, l'investissement qu'elle représente par rapport à ce qu'elle peut permettre d'économiser sur des travaux, on va dire, bien entrepris, finalement, elle représente très peu. Ensuite, il y a la partie maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'accompagnement à la réalisation des travaux, qui là va coûter entre 7... C'est quoi, c'est ce qu'on appelle de l'AMO? Est-ce que c'est de la maîtrise d'ouvrage directe? Là, c'est de la maîtrise d'œuvre, carrément. D'accord. Alors, après, on peut avoir les deux, hein. On peut être soit en AMO, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, ou alors en maîtrise d'œuvre. Il peut y avoir les deux en fonction, Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent? La maîtrise d'œuvre. Quand même aujourd'hui, de plus en plus, c'est la maîtrise d'œuvre qu'on retrouve, c'est-à-dire c'est l'accompagnement. Donc encore une fois, Axéo le propose, c'est l'accompagnement effectivement des aux copropriétaires, alors qu'on soit dans le tertiaire. Donc ça veut dire que c'est vous qui diligentez les travaux. C'est ça. En fait, nous on pilote les travaux, c'est-à-dire on réalise les cahiers des charges. Vous faites un appel à manifestation d'intérêt. C'est ça. D'accord, vous faites un appel à projet. On sélectionne les entreprises. Comme les promoteurs font un appel. Comme les architectes. Oui, plus les architectes. Comme les architectes. Plus les architectes. Est-ce que ça veut dire que chez Axéo, aujourd'hui, on peut avoir une ressource technique en disant, voilà, moi j'ai un chantier, je veux pas m'emmerder, etc., ou j'ai pas d'architecte sous la main, ou j'ai pas de BUT, de bureau d'études techniques sous la main. Axéo, débrouillez-vous. Vous faites l'audit, vous faites l'appel d'offres, c'est ça. Vous soumettez le cahier des charges. On travaille, qui n'est pas forcément sur le mieux-disant. J'aimerais d'ailleurs avoir l'avis d'Olivier sur les mieux-disants, parce que ça, c'est une tannée comme c'est pas permis. Je peux vous dire qu'il suffit de faire un chantier pour s'en rendre compte. Hein, et de savoir que ça, c'est possible aujourd'hui de trouver la ressource chez Axéo. Bien sûr, tout à fait. Nous, on accompagne de A à Z, c'est-à-dire du début de la mission de la phase audit jusqu'à la phase réception des travaux. Bon, clairement, j'ai 10 000 m² de bureau, je veux faire les travaux, vous m'avez donné les éléments, je vous ai pris pour faire les audits préalables. Faites-moi les travaux et vous me restituez l'immeuble, etc. C'est pour ça qu'on est là. Excellent. Carte blanche. Olivier, deux difficultés. Olivier, comment ça? Alors, deux difficultés. Première difficulté, l'occupation des lieux. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on fait des très gros travaux, l'immeuble est vide. Occupation des lieux, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez un immeuble tertiaire occupé par différents multilocataires. Exemple, là, on est en train de faire des travaux sur un immeuble. Ah oui, je suis très qu'est-ce qu'on en fait? J'ai des bureaux dans tous les étages. Au rez-de-chaussée et premier étage, j'ai une crèche, on va dire la réalité. Et je suis en train de refaire l'enveloppe du bâtiment. Donc avec bien évidemment la partie technique, la partie ravalement. Ensuite, je vais intervenir sur les parties chauffage et climatisation, parce que ça c'est le deuxième point une fois qu'on aura fait tout ça. Et bien évidemment, je suis au milieu avec la crèche et les enfants dans la cour au milieu de l'immeuble. Je fais quoi? C'est très compliqué. Non, mais effectivement. Non, mais ça veut dire... Non, mais justement, concrètement, vous en faites des dizaines de chantiers hein, par an. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes parmi les plus gros acteurs. Alors concrètement, que fait-on? Alors, deux possibilités. Soit on a la possibilité, on va dire, de délocaliser les personnes, mais c'est très rare. Il faut quand même pas se voiler la face. Soit effectivement, on met en place toutes les protections nécessaires pour que les activités puissent continuer, puissent perdurer, puisque on ne peut pas stopper une crèche comme ça pendant X temps. Donc c'est très compliqué, il faut protéger, ça coûte de l'argent en plus, forcément, puisque qui dit protection à amener dit forcément coût supplémentaire. On parle de crèche, on parle d'enfants, donc bien évidemment avec une sécurisation évidente. Après, on a les moyens de le faire. Aujourd'hui, ça existe, c'est possible, c'est surtout une question d'argent. Et malheureusement, on n'a pas souvent d'aide. Quand on est dans ce genre de difficultés, on n'a pas d'aide complémentaire, alors qu'on sait que ça pourrait en nécessiter, puisqu'il faut que les gens puissent continuer leur activité. C'est faisable, mais c'est contraignant. Voilà. Alors, c'est contraignant. Qu'est-ce qui apparaît formellement comme une contrainte? Pourquoi vous dites ça? On sait que les travaux, alors tout dépend des types de travaux qui sont réalisés, mais si vous réalisez des travaux sur des systèmes de chauffage, vous savez que vous allez devoir retirer des faux plafonds, vous allez devoir déplacer du matériel, et si vous avez des gens autour de tout ça, malheureusement, un accident peut assez vite arriver. Donc souvent, on essaie, on va dire,
on travaille par phase, voilà, par l'eau. C'est-à-dire, on essaie de déporter autant que faire se peut l'activité d'un côté et de se dire, on va travailler que à cet endroit-là, et inversement, une fois que c'est terminé. On peut travailler très tôt le matin, peut-être en fin de journée. Il y a des possibilités. Il y a des chantiers qui sont que la nuit. Il y a de la programmation la nuit. Non, mais il y a de la programmation parfois le week-end. Non, mais je veux dire, voilà. Non, parce que c'est très basique, mais en même temps, c'est très réel. Je vais répondre très clairement. Voilà. La programmation du week-end, on a essayé dans cet immeuble-là. Ça n'a pas marché. Si, ça a marché au début, 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des immeubles d'habitation derrière et que eux, le bruit sur le week-end, ils ont arrêté. Donc la réponse est aussi effectivement l'environnement. Mais la deuxième difficulté donc, que je soulignais, l'occupation est la première, la deuxième, c'est le financement. Et ça, c'est colossal. Alors le financement, j'aimerais vraiment qu'on comprenne, vraiment. J'ai regardé, vous me dites si j'ai faux. A priori, on est obligé de faire un diagnostic préalable, ce qu'on appelle, on appelle comment on appelle ça ? On appelle un audit préalable. Alors oui, alors il y a pour l'amiante, alors il y a l'audit énergétique, oui, on peut le faire, on fait l'audit tertiaire. Et ça, c'est une obligation légale. Alors, c'est pas une obligation réglementaire. Aujourd'hui, on le fait parce que en fait, c'est ce qui va permettre de déterminer un programme de travaux cohérent. C'est un préalable, de toute façon. Ça. Voilà, ça reste un préalable. Et c'est ça qui coûte entre 2 et 5 euros du mètre carré. Entre 2 et 5 euros, voilà. Et c'est même le dossier technique de modulation, mais c'est encore autre chose. C'est ce qui permettra effectivement de moduler les objectifs du décret tertiaire. Dans, justement, la transformation des bâtiments, il y a l'intégration de ce qu'on appelle une gestion technique du bâtiment, ou couramment appelée la GTB. Oui, tout à fait. Alors, décryptage, la GTB, c'est un centre de pilotage technique du bâtiment. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Tout à fait. Est-ce que tous les bâtiments doivent être équipés d'une GTB ? Réponse, Mathieu Gilly ? Alors, effectivement, dans le cadre du décret BAX, la majorité des bâtiments tertiaires doivent effectivement être équipés d'une GTB-GTC, de la même façon que le décret tertiaire avec différentes échéances, mais c'est un petit peu plus tôt. Décret tertiaire, décret BAX, c'est un deuxième décret. C'est 2 décrets différents. C'est un complément c'est un corollaire du premier. C'est pas vraiment un complément. C'est vraiment BACS. BACS, c'est ça. Alors B, c'est quoi le B ? C'est Building, automatisation, système. Contrôle système. Contrôle système, c'est ça. Contrôle système, c'est de l'anglais. On va refaire les choses. Non, mais BACS. Voilà. Building Automation. Automatisation, contrôle système. C'est de mettre en place des systèmes automatiques de contrôle. Vous avez vu l'accent ? C'est parfait. Donc BACS. Oui. BACS, c'est un autre décret. Oui. Qui complète effectivement, mais qui est dans la même ambition que le décret tertiaire ou pas ? Alors, c'est pas dans la même ambition. C'est ce qui va vous permettre de prendre les mesures. Pourquoi ? Parce que dans le décret tertiaire, vous allez donner vos consommations, mais vous n'allez pas mesurer et améliorer la consommation par prendre la mesure. Ça complète. Alors, ça complète. L'un, je donne mes mesures et l'autre, je les contrôle. Alors, c'est pas que je les contrôle, c'est que je vais pouvoir effectivement mettre en avant les difficultés de consommation à certains occupants. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, en matière de chauffage, ils consomment beaucoup, alors que le voisin du dessus, il consomme beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que lui, il a mis 19 ou 20 degrés dans ses bureaux, l'autre, il a mis 20 degrés et demi ou 21, et bien évidemment, ils vont avoir une différentielle de consommation. Deuxième difficulté, c'est la même chose avec la clim. Et ça, plus il y a d'informatique, plus la clim va être nécessaire, même en période de chauffage, même en période d'hiver. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans des immeubles où je vais avoir chauffage et clim en même temps. Tout à fait. Double consommation. Et c'est pour ça que ce système de gestion technique, elle va devoir être faite, non pas uniquement pour le bâtiment en global, mais par zone. Alors justement, et c'est là où c'est GTB, c'est donc est-ce que c'est une obligation légale ? Alors c'est une obligation réglementaire, effectivement, de mettre en place. Donc c'est réglementaire. Il doit y avoir à partir de quel seuil ? Aujourd'hui, c'est des bâtiments avec des systèmes de chauffage climatisation de plus de 250 kW, mais très bientôt ça va passer à 70 kW de toute façon. Donc de puissance. Donc c'est pas un truc qui est défini en volume de mètres carrés. Non, pas du tout. C'est en fonction du niveau puissance. De la puissance de consommation. C'est ça, c'est la puissance d'installation. De chauffage ça, c'est et de la clim. Ça. Voilà. Donc le décret BAX n'est pas lié au volume de mètres carrés. Non. J'exagère, mais j'aurais 50 mètres carrés pour le décret BAX. Si je mets en place un centre informatique dans mes 50 mètres carrés, la réponse est oui. C'est ça. Alors, donc, si on ajoute la création des GTB, dont je rappelle que beaucoup de bâtiments sont dépourvus, oui, il y en a beaucoup, effectivement. Énormément. En France, c'est la réalité. En Belgique, c'est obligatoire, je rappelle. Ah oui. Il sait tout. Mais non, mais on a comparé parce qu'on a regardé les choses. Il sait tout. Donc, alors,
merci, parce qu'effectivement, on a extrêmement bien compris comment. Donc, pour bien récapituler, d'ailleurs, on va vous répondre bien sûr à vos questions. Comment on interprète le décret tertiaire, comment on interprète également le décret Bax, de quel type d'usage on a répondu à cela, comment on calcule les valeurs et comment, d'ailleurs, on peut acheminer finalement l'idée qu'il faut de toute façon nécessairement transformer les bâtiments. Il n'y a pas photo, puisqu'il y a quand même une notion qui est une notion financière. Ce sera ma dernière question avant le décryptage de messieurs et réponse à questions. Sur la green value, la valeur. Est-ce qu'il y a, Mathieu Gilly, un effet valeur, je pense que oui, bien évidemment, sur la transformation du bâtiment? Est-ce que finalement, un asset manager, ou avec l'accompagnement d'un property, peut concourir non seulement à la conservation de la valeur de l'actif, mais même à sa croissance en termes de valeur? Alors moi, je pense que oui. Je suis moins expert que Olivier, mais je pense que oui, puisque aujourd'hui, enfin, nous on le voit, nos clients. Voilà, comment vous. Nos clients, aujourd'hui, quand ils veulent acheter un bâtiment, quand ils veulent louer des locaux, ils regardent. En fait, la consommation énergétique, ils regardent combien ça va leur coûter. Et aujourd'hui, on arrive beaucoup mieux à louer des locaux, finalement, on va dire, qui sont d'un point de vue énergétique peu consommateurs plutôt que des locaux qui sont très consommateurs. Donc pour moi, oui, dans le temps, ça va continuer. Et on va dire que tant que le prix de l'énergie va continuer d'augmenter, ça va ne faire que s'accentuer. Donc effectivement, ce sera des investissements sur le long terme qui, pour moi, seront très rentables. Très clair. Olivier. Alors, une vision différente. En réalité, c'est pas une valeur supplémentaire que d'avoir une grid value. En réalité, vous allez avoir des décotes sur les bâtiments qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire que j'ai acheté un immeuble qui est beau. Aujourd'hui, vous avez peut-être une survaleur parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais du moment où vous en aurez 20, 30, 40, 50% qui vont être dedans, vous n'aurez plus de survaleur pour ces immeubles-là, mais vous aurez une décote pour les autres qui n'ont pas fait les travaux ou les améliorations. Oui, très bien, c'est très concret. Et c'est cette vision-là qu'il faut avoir, parce que tout le monde me dit oui, il y a une survaleur. Je réponds oui, la survaleur, elle est que pendant une période courte. Elle va revenir sur d'autres moments pour d'autres choses. Donc ça, c'est très clair là-dessus. C'est très clair. Merci beaucoup. Je vous propose, les amis, vous restez avec nous sur le plateau. On a quelques questions qui ont été posées par nos auditeurs. C'est le décryptage des experts, c'est tout de suite après ça. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Alors, le décryptage des experts, les amis, vous savez que dans chaque numéro du bâtiment optimisé, avec nos amis d'Axéo, on vous demande de nous poser des questions, vous nous envoyez vos questions, vous nous écrivez, vous nous téléphonez également, vous faites ce que vous voulez. Alors, avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, vous dites bonjour Sylvain, comment ça va? Voilà, et vous nous posez bien sûr la question. On nous pose une question très simple qui nous est posée en synthèse. C'est quoi le décret tertiaire en quelques mots? Qui s'y colle? Je peux m'y coller, hein, oui. Donc, Mathieu, en quelques mots, là, pour bien comprendre. Voilà, on nous pose une question, quelqu'un qui doit présenter et qui veut comprendre en quelques mots. C'est intéressant, d'ailleurs, comme exercice. L'objectif du décret tertiaire, donc, tout simplement, ça vise à diminuer les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires en France, donc avec certains critères. Donc, aujourd'hui, je vois pas comment on peut le dire plus simplement, c'est vraiment le gouvernement qui essaie d'inciter à faire réaliser des économies d'énergie. Et après, on a différents assujettis. Il faut notamment, donc, pour la base, cumuler une surface minimum de 1000 m² sur un bâtiment. C'est très clair. Donner 3 chiffres. Et d'ailleurs, alors, question, pardon, excusez-moi, Olivier, la plateforme Opérate, quand on dépose, c'est justement l'outil qui permet de déposer les consommations énergétiques pour le décret tertiaire. Il faut retenir 3 chiffres. Les objectifs de réduction, c'est simple, c'est moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050. On avait demandé d'autres chiffres. Hein. Moi, je voulais moins 30 en 2030. Moi, je l'ai demandé. Hein. On nous a dit non, c'est pas assez. On y sera ? Non. C'est utopique de penser comme ça. Non, on n'y sera pas. C'est donc une direction ambitieuse. C'est une direction ambitieuse. Dire qu'on aura déjà moins 30% avec une partie de gestion technique des bâtiments, parce qu'on va se rendre compte qu'on consomme beaucoup et qu'on va faire des efforts, notamment sur les bâtiments tertiaires. Dans certains cas, dans certains bâtiments aujourd'hui, ils coupent le chauffage le vendredi soir à 18h, le rallument que le lundi à 6h le matin. Même chose pour les lumières. Vous avez une diminution de l'utilisation des parties communes et sur les lumières pour ces périodes-là. Et quand il y a des gens qui viennent travailler le week-end, samedi, dimanche, parce que ça peut arriver, c'est de prévenir à l'avance 2 ou 3 jours pour que ce soit organisé. Donc, et ça,
ça améliore ces consommations. Mais ça, on est vraiment dans l'usage et le comportement. Deuxième question, une question qui nous est posée. On nous parle de l'échéance de septembre 2024. C'est quoi? Rappelez-nous rapidement ce que c'est. Et qui est concerné directement? Qui s'y colle? Alors, l'échéance de 2024, c'est très simple, c'est uniquement de déposer les consommations énergétiques sur la plateforme Opéra, comme on doit le faire chaque année. C'est-à-dire qu'en septembre 2025... C'est obligé, septembre 2024, on nous dit c'est vraiment... Tous les assujettis, c'est tout. En fait, 30 septembre, c'est la date limite. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pas fait, qui nous dit j'ai des immeubles, je l'ai pas fait. Est-ce que je risque une sanction? Alors aujourd'hui, il y en a pas. Il y en a pas. Pour l'instant, il y en a pas. Par contre, à horizon 2030, effectivement, il y aura des sanctions, notamment la fameuse liste du name and shame pour ceux qui n'auront pas. Ce sera une liste publique qui sera diffusée. Sérieux? Oui, il y aura une liste. Non, mais ils vont publique pas qui sera faire ça. Diffusée. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Pour l'instant, c'est pas écrit. C'est ce qu'ils envisagent. La difficulté aujourd'hui, c'est pour ceux qui le mettent sur la plateforme Opéra, c'est qu'on n'a aucun accusé réception. Oui. Vous savez pas si vous l'avez fait correctement, si les bonnes informations vous les avez données. Vous avez rentré, vous avez appuyé sur le bouton. Vous n'avez pas une confirmation. Et j'ai rien. Qui est concerné par ce décret tertiaire, Olivier Sapard? Tous les locaux qui ont plus de 1000 mètres carrés. De tertiaire. Okay. Et de tertiaire, si c'est 1000 m² d'habitation, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non. La seule difficulté, c'est que dans un immeuble en copropriété, si vous avez 3 occupants ou 3 locataires ou 3 bailleurs, que chacun a 350 m², chacun va vous dire, moi je ne suis pas concerné, j'ai pas 1000. La seule chose, c'est qu'il va falloir ajouter les 3 dans le même immeuble, dans la même copropriété, dans la même parcelle cadastrale, parce que je reprends le terme. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'ils vont être concernés par les 1000 mètres, parce que l'addition des 3 fait plus de 1000. Le propriétaire en bloc. Le propriétaire en bloc, lui, c'est plus facile. Il va savoir qu'il a plus de 1000 ou pas. C'est ça. On dirait. Mais il y a un double assujettissement entre propriétaire et occupant des locataires. Voilà. Donc, la première échéance, c'était le décret avait fixé septembre 2024 pour déposer. Non, il avait fixé les dates avant, 2022, ça avait été reporté une première fois, puis une deuxième fois, etc. Okay. Voilà. Oui, mais le report, c'était 2024. Non, c'était 2023. Depuis 2022, on doit avoir déposé ce qu'on appelle l'année de référence, donc qui est l'année dont... Mais on n'a aucune statistique. Rien. Alors, on ne sait pas combien de dossiers ont été déposés sur Opéra. Il y a un rapport Opéra qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui considère aujourd'hui qu'à peu près un peu plus de 50% des assujettis, donc des gens qui devraient être déclarés sur la plateforme Opéra, ont joué le jeu. Ça représente, je crois, à peu près 250 000 entités fonctionnelles assujetties. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui l'ont fait. Mais il en manque quasiment la moitié qui ne l'ont pas fait encore aujourd'hui. Eux, ils estiment la moitié, mais nous, on est incapable de dire combien il y en a. C'est vrai. On a un property qui nous dit quelles sont les dernières évolutions à connaître impérativement. Alors, si vous deviez donner un conseil à un property, là tout de suite, qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il sache? Mathieu Gilly. Il y a un dernier arrêté qui est paru en juillet. Alors, principalement, il concernait de nouvelles valeurs absolues dans le secteur de la culture, voilà, dans plusieurs secteurs qui manquaient. Aujourd'hui, il manque encore certains secteurs dépourvus. Aujourd'hui, un property, moi, je lui conseillerais de se conformer à la réglementation, c'est-à-dire déclarer ses consommations sur la plateforme Opéra, à condition que sa typologie d'activité soit bien disponible sur celle-ci, et par rapport à la consommation qu'il possède, de commencer à s'orienter sur une étude à réaliser, s'il se rend compte qu'il est loin et qu'il a la nécessité de réaliser des travaux d'amélioration énergétique, ou alors s'il se rend compte que finalement son bâtiment est déjà peu énergivore, moi je leur conseille de déclarer leur consommation et de surveiller par contre qu'il n'y ait pas de dégradation. D'accord. Quelles sont les échéances qu'il faut vraiment maîtriser et avoir en tête ? Si on devait... Alors, tous les mois de septembre, déjà, pour les déclarations. Et 2030. Voilà. Et ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Une échéance intermédiaire juste qui est celle de 2027. Oui. Il faut savoir jusqu'à 2027, on aura la possibilité de choisir cette fameuse année de référence. D'accord. Si jamais ce n'est pas fait, dès qu'on aura dépassé 2027, en fait, l'année de référence, ce sera la première année qui a été déclarée sur la plateforme Opéra. J'ai une question de Jean-Sébastien sur le décret Bax. Voilà, Jean-Sébastien Bax, qui nous pose la question, qui est concerné par le décret BACS? Donc, le Building Automation... le C, c'était quoi? Control System. Control System. Voilà. Tous ceux qui ont des systèmes de chauffage, de climatisation ou de compteurs
de compteurs d'énergie, d'eau chaude, d'eau froide. Non, mais attendez, tout le monde? Non, pas tout le monde. Voilà, il y a les tout le monde puissances. attends. Il y a une puissance à prendre en compte, donc qui est la puissance effectivement d'équipement installé. Donc, on va dire 70 kW, puisque de toute façon, on arrive sur l'échéance. Alors, c'est qui en particulier? Donnez-nous. C'est qui dans l'ordre? Vous diriez qui? Alors, ça fait quand même une majorité de bureaux. Aujourd'hui, si on voulait se donner un chiffre, on pourrait partir sur un ratio d'une puissance installée de 100 watts par mètre carré, à peu près. Donc c'est essentiellement les bâtiments tertiaires. C'est ça, bâtiments tertiaires. Donc dès lors que mais vous aussi le logement, alors du coup. Non, pas le logement. Non, le logement n'est pas dans le décret Bax. Non, il n'est pas dans le décret Bax. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le décret Bax? Les bâtiments tertiaires, c'est quoi? C'est du bureau. C'est tout ce qui est le tertiaire. Du bureau, de la logistique, des commerces, des centres de formation, usines, des écoles, des usines, de la santé, les hôpitaux, attendez, tout ça. Tout ce qui n'est pas logement, quoi. Tout ce qui n'est pas logement. C'est ça. Est-ce que l'hôtellerie, c'est considéré comme du logement? Oui. Non, c'est pas considéré comme logement. Ça rentre dans le décret Bax. Et décret tertiaire. Donc je peux dormir dedans, mais je suis non, mais la réponse est l'hôtellerie est concernée par les deux décrets. C'est vachement La bien. réponse est claire. C'est vachement bien. Tout ce qui n'est pas logement d'habitation est concerné par le décret Bax. Voilà. Ça, c'est très clair. Quel que soit finalement, avec un seuil de valeur minimum. Hein. On est d'accord. Sur le décret Bax, on est sur la puissance comparé au décret tertiaire où là, on est sur des mètres carrés puisque la règle, j'ai une toute petite maison où qui fait que du bureau, par exemple. Je peux ne pas être concerné. Merci. Voilà. Mais c'est très clair. J'ai on va dire un spécialiste du supermarché du froid, on va pas donner son nom, et bien évidemment, lui, il va être concerné. Picard, pourquoi? Parce qu'en automatique, avec la consommation qu'il va avoir pour ses groupes froids de ses appareils, il va être direct dedans. C'est ça. Mais oui, absolument. Et pourtant, il fait peut-être que 100 mètres carrés ou 150 mètres carrés. Absolument. Donc de la famille d'ailleurs, Picard, de la famille du fameux capitaine de l'entreprise dans Star Trek, Jean-Luc Picard. Alors, je pense que c'était pas le même. Alors, j'ai encore 3 questions très rapides. Vous êtes. Quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques déjà mises en œuvre? Si on devait synthétiser, Olivier Sapard et Mathieu. Premier piège, vous êtes en copropriété, il y a plusieurs locaux commerciaux, faites attention à l'addition des 3 locaux commerciaux, 4 ou 5. Ouais. Ça, c'est un vrai piège. Nous, on l'a indiqué dans toutes nos copropriétés en disant attention, vérifiez les uns avec les autres. La plupart du temps, ils ne se connaissent pas. Quand vous avez un immeuble qui fait 2 rues, vous en avez un d'un côté, l'autre de l'autre, ils ne savent pas qu'ils sont concernés. Et surtout, la plupart du temps, ils ne savent pas qu'au premier étage, il y a des bureaux d'un avocat, d'un expert comptable. Et donc, on est obligé de rappeler effectivement qu'il y a des obligations. Ça, c'est le premier piège. Deuxième piège, n'essayez pas de le faire tout seul. Je suis désolé de vous le dire. Comment on fait? C'est-à-dire, vous appelez Axéo ou un de ses concurrents. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de le faire. C'est compliqué de comprendre les choses. Et dans certaines entreprises, vous n'avez pas un spécialiste de tout ça. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne accompagner nos charmantes entreprises, nos charmants dirigeants de société pour pouvoir effectivement les emmener au bon endroit. Pas en disant il faut tout de suite faire tous les travaux. Certains vont vous arriver en disant faites tout de suite et on verra. Je dis non. D'abord, on fait une analyse. Si vous n'avez pas fait l'analyse correctement, vous ne pouvez pas prévoir les travaux à organiser. Axéo, vous le faites ça? Vous accompagnez vos clients là-dessus? Bien sûr. Je ne sais pas faire sur Opérate. Je suis connecté. Putain, j'ai halluciné. Je suis complètement débordé. Aidez-moi. Possible? Bien évidemment, on est là pour accompagner nos clients de A à Z sur la démarche du décret tertiaire. Et je rejoins Olivier effectivement sur la nécessité de prendre son temps. Voilà, les pièges et les bonnes pratiques. Hein. Voilà, il ne faut pas se précipiter, il faut analyser, il faut comprendre les choses, il faut observer un petit peu aussi l'évolution des consommations énergétiques. Parfois, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin de faire d'énormes travaux et qu'il y a des solutions d'économie d'énergie assez faciles à mettre en œuvre. Le comportement, on en parlait, c'est très important. Et puis un deuxième point, c'est regarder l'obsolescence de votre bâtiment. Parce que dans certains cas, vous allez devoir faire des travaux dans les 4 ou 5 ans parce qu'il faut les faire. Organisez-vous pour faire en même temps. Okay. C'est parti. Il me reste 3 minutes. Je voudrais... alors, vous m'avez répondu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas l'échéance? A priori, pour l'instant, pas encore. Il n'y a pas vraiment de sanction. Donc la question complémentaire, c'est est-ce que je risque quelque chose si je fais rien sur le sujet? Oui, 2027. On peut dire, 2027. Enfin, 2030 même. Oui, 2030 pour la partie économie, mais 2027 pour l'année de référence. C'est ça. Parce que la difficulté va venir de l'année de référence. Tout à fait. D'accord. On nous pose une question très intéressante également. C'est le taux de rendement interne. Le fameux TRI. Oui. Quelles sont les actions les plus rentables en termes de TRI en matière énergétique?
Je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais l'éclairage, bien évidemment, c'est un gros levier. D'accord. Et l'éclairage, rappelez d'ailleurs très intelligemment d'ailleurs ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas uniquement les aspects techniques, mais c'est les aspects comportementaux. Oui, c'est le point important. Parce que dans nos parties tertiaires, certains sont utilisés 24 heures sur 24 et là, vous êtes tranquille. D'autres ne sont utilisés qu'en journée et le matin de 8 heures jusqu'au soir 18 heures, voire 20 heures. Ou chez les syndics, quand l'Assemblée générale finit à 21 heures ou 22 heures, je reprends mes activités, bien évidemment. Et sachez que dans certains immeubles de bureaux, il a fallu demander aux bailleurs de modifier les choses pour tenir compte du fait qu'il y ait des réunions le soir qui peuvent se terminer à 11h, minuit, et que la climatisation ne peut pas être supprimée en été ou le chauffage en hiver. Alors, vous y avez répondu, c'est la dernière question, rapidement. Est-ce rentable de respecter la réglementation? On a tous compris que, bien évidemment, c'était ultra rentable, pour les raisons que vous avez évoquées. Vous savez que j'ai tout compris, là? Félicitations. Bravo. Nous, bravo, on a mis messieurs. beaucoup de temps à décrypter. Je le dis, hein, on a mis beaucoup de temps à décrypter, à faire comprendre, et on a encore beaucoup plus de temps à l'expliquer à tous nos clients. Écoutez, ça valait la c'est pas peine. facile. Un immense merci, Olivier Sapeur, président de l'Unicil de France, pour revenir régulièrement, pour nous éclairer. Ça fait plaisir de bosser avec des pros. Merci. Un grand merci également avec notre expert national, directeur métier énergie chez Axéo, Mathieu Gilly. Merci beaucoup. L'émission, bien sûr, à récupérer comme d'habitude sur les plateformes d'écoute, sur Radio Imo en replay et en diffusion. Vous pouvez liker, commenter avec beaucoup de bienveillance. On va se retrouver, bien sûr, très bientôt, dans quelques semaines, pour un nouvel opus du bâtiment optimisé, l'émission que vous attendez pour comprendre les mécanismes de l'énergie, mais pas que. D'ici là, prenez soin de vous. Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.